à tous. À la une de ce journal, une vague d'arrestations arbitraires et de maintien en détention des manifestants à la suite des mouvements de protestation durant la journée du 22 septembre 2020. Plusieurs leaders politiques sont accusés d'incitation à la rébellion. Leurs avocats dénoncent une cabale juridico-politique. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Alors que le Cameroun importe près de 800 000 tonnes de riz en 2019, le gouvernement peine à mettre sur pied des projets de riziculture pluviale, notamment dans le Noun, là où il y a 10 ans, un projet a été expérimenté. Échec cuisant, se plaignent les riziculteurs, leur rêve a été anéanti. Comment en est-on arrivé là? Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Que se passe-t-il à Kribi? La cité balnéaire du Sud enregistre déjà 800 cas de choléra et près de 32 décès. La prison principale vient d'être infectée du côté de Kribi. 4 cas confirmés de choléra. Les signaux sont au rouge dans la cité balnéaire. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les précautions prises par les autorités sanitaires? Élément de réponse avec Joseph Abena. C'est ici à Londi, village des pêcheurs, que l'épidémie du choléra s'est déclarée. Le gouverneur du Sud, Félix Ngelengele, s'est rendu compte par lui-même de l'ampleur de la maladie. Le choléra, notamment l'hygiène corporelle. Je crois qu'il va également falloir mener ici les activités de vaccination et de traitement des malades. Au-delà de plusieurs autres foyers dans le district de santé de Kribi, c'est la prison principale qui est déjà infectée du vibrio cholérique. Une situation qui préoccupe le chef de district de santé de Kribi. Sur le plan clinique, il y avait tous les signes. Et sur le plan biologique, à partir du TDR qui s'est positivé, et immédiatement signalé comme depuis un certain temps, il y a le choléra dans la ville, étant déjà débordé. Nous avons eu le soutien des Médecins sans frontières qui ont installé l'unité de prise en charge dans le district. J'ai donc fait appel au chef projet pour qu'on met rapidement l'ambulance pour aller chercher le cas qui était dans un plan C de déshydratation. Nous nous sommes donc allés en prison pour prendre le malade, le conduire en urgence dans l'unité de prise en charge. Avec l'installation de cette unité de prise en charge de Médecins sans frontières ici, la prévention par la vaccination a été amorcée sans toutefois atteindre la prison. Étant donné que Kribi est dans l'aire de santé de Kribi, la prison est dans l'aire de santé de Kribi, à Mokolo. Il y a eu des équipes parce qu'on a fait un lancement à Mokolo. Il y a eu 2 lancements. Dans la ville, on a lancé à Mokolo et Kribi, et la prison fait partie de ce quartier. Donc tout le monde était au courant de cette campagne. Mais vous savez que la prison, c'est une zone très très sensible et délicate. Mais les gardiens de prison, si vous allez là-bas, vous faites vos enquêtes, vous verrez que certains gardiens de prison ont pris leur vaccin. Ça prouve que les vaccinateurs sont passés là-bas, mais on ne pouvait pas entrer dans le milieu cancéral parce que c'est hautement sécurisé et tout. Bon. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons eu des échanges. On a appelé les dirigeants de cette prison en leur disant que voilà, il y a la campagne. On souhaiterait venir là-bas pour vacciner. On attendait donc leur réponse parce qu'on n'y entre pas n'importe comment. Avec la surpopulation de ces milieux carcérales et la difficulté d'une prise en charge effective de l'hygiène et de la salubrité, les professionnels de la santé redoutent une propagation sans contrôle de cette épidémie qui compte déjà plus de 800 cas et 32 décès.
En pleine résurgence de l'épidémie de choléra, les autorités sanitaires font face aux réticences des parents à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite. Pourtant, le professeur Tétanier explique les biens fondés de ce vaccin et l'enjeu pour le Cameroun de maintenir son statut de pays ayant éradiqué la poliomyélite. Il s'exprime dans ce reportage que signe Marcelin Gansop. Entre les échos que vous pouvez entendre, moi je manie ni la peur, ni les idéologies, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Alors les faits bruts, et je conseille à ceux d'entre vous qui veulent y avoir accès de regarder les communications que fait le professeur Toussaint. C'est le 18 juin dernier, en pleine propagation du coronavirus, que le Cameroun a été déclaré pays libre de poliomyélite par la Commission régionale de certification pour l'Afrique, une structure indépendante placée sous la tutelle de l'OMS. Une bonne nouvelle qui ne doit pourtant pas nous faire baisser la garde. La préoccupation majeure de l'heure, c'est de renforcer l'immunité de toute la population contre le virus polio. Nous sommes considérés comme ayant éradiqué le poliovirus sauvage sous ses trois types, le type 1, le type 2, le type 3. Mais nous avons encore un problème, c'est que l'immunité générale de la population est encore un tout petit peu faible et ne permet pas de garder, n'est-ce pas, les souches dérivées du vaccin de la polio dans leur site environnemental. Et par conséquent, ces souches dérivées du virus peuvent muter, peuvent changer et acquérir et retrouver de la virulence. Malheureusement, sur le terrain, il y a comme une sorte de relâchement, puisque de nombreux parents ont carrément fermé la porte au vaccin, exposant de fait leurs enfants aux conséquences fâcheuses d'un éventuel retour du poliovirus sauvage. Il est extrêmement important que les parents comprennent que leurs enfants doivent être le plus souvent, je dirais, revaccinés. Pourquoi revaccinés? Parce que c'est la revaccination qui renforce les barrières contre l'entrée de tout virus qui viennent de l'étranger ou bien qui viennent de ces souches circulantes dérivées des vaccins. Les parents sont réticents, nous ne comprenons pas pourquoi, alors qu'il s'agit d'un bienfait qui leur est apporté par le gouvernement. Le gouvernement est d'autant plus préoccupé par la réticence de certains parents que le nouveau vaccin coûte cher et présente de nombreux avantages. Parce qu'il est beaucoup plus immunogène, c'est-à-dire quoi? Il stimule de façon plus énergique la production des anticorps contre les virus polio. Par conséquent, c'est une chance énorme pour la population de bénéficier, comparativement à d'autres pays d'Afrique, d'être parmi les premiers pays qui vont pouvoir bénéficier de ce vaccin extrêmement immunogène et qui cible ces souches dérivées du vaccin. L'heure est donc à la sensibilisation et diverses stratégies sont déployées pour faire entendre raison aux populations réticentes. Nous avons envoyé des équipes dans les villages, dans les familles. Nous avons des équipes qui essayent de convaincre les parents, de leur faire comprendre qu'ils doivent demander ce vaccin. Être réticent, c'est pratiquement compromettre, je dirais, de mettre à haut risque leurs enfants pour le futur. Parce qu'on ne sait jamais. Il reste encore en Afghanistan et au Pakistan des sites qui sont porteurs de virus polio sauvage. Et ces sites peuvent exporter, soit par la voie du commerce, soit par le tourisme, des gens qui sont susceptibles de nous apporter ici des souches que nous n'avions pas du tout envie de revoir. Bon à savoir, la poliomyélite est une maladie infectieuse causée par un virus qui envahit le système nerveux, engendrant des paralysies irréversibles. Les enfants en bas âge constituent la principale cible, d'où l'urgence de les vacciner pour les mettre à l'abri du danger. Dans ce chapitre santé, la résilience de l'Afrique face à la pandémie du coronavirus fait encore l'objet de plusieurs analyses scientifiques. Selon le professeur Didier Raoult, un célèbre épidémiologiste français, l'utilisation des antipaludéens a permis aux Africains de résister à la pandémie du Covid-19. Il analyse également la nouvelle courbe de contamination à travers le monde et est moins pessimiste que d'autres scientifiques qui continuent de prôner l'utilisation de l'azithromycine et la chloroquine pour soigner des cas atteints de Covid-19. Je vous propose d'écouter le professeur Didier Raoult. D'abord, encore une fois, moi, les données que je donne, c'est que des données officielles, c'est les miennes, je ne les interprète pas, ce qui fait une différence entre les échos que vous pouvez entendre. Moi, je manie ni la peur, ni
les idéologies, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Alors les faits bruts, et je conseille à ceux d'entre vous qui veulent y avoir accès de regarder les communications que fait le professeur Toussaint, qui tire ses données de deux grands centres qui les collectent, un qui s'appelle Euromomo et l'autre qui est le John Hopkins aux États-Unis. Donc vous voyez dans ce qui se passe actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que en Europe, il y a un phénomène particulier qui est l'augmentation du nombre de cas diagnostiqués sans augmentation du tout de la mort. Donc il y a une discordance dont j'avais parlé assez tôt, que l'on observe partout en Europe, c'est-à-dire que l'épidémie actuelle n'a rien à voir avec l'épidémie qu'on avait vue en mars-avril. C'est une autre maladie, on va essayer de comprendre pourquoi. Si on regarde ce qui s'est donné sur ces 8 analyses par continent, c'est extrêmement intéressant. En Afrique, le taux de mortalité est incroyablement bas et reste bas. Alors, les gens donnent beaucoup d'explications pour ne pas regarder la réalité. En réalité, c'est qu'en Afrique, tout le monde prend des antipaludéens et que la plupart des antipaludéens, que ce soit la quinine, la primaquine, l'artémisine, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, ont une activité contre le virus et qu'elles sont recommandées globalement et que tout le monde en prend. Et que donc, en pratique, il est vraisemblable que l'Afrique a été protégée de la gravité de la maladie parce que c'est prescrit très très largement. Il faut là aussi remettre les choses en perspective. C'est pas moi qui dis qu'il faut mettre la chloroquine contre le reste du monde, c'est le reste du monde contre l'Europe, puisqu'il y a 4 milliards 800 millions d'habitants qui vivent dans des pays dans lesquels on recommande où on accepte de donner de la chloroquine si on le souhaite. C'est plutôt les autres qui constituent une exception que... Alors, l'autre chose qui est très intéressante, que l'on voit, vous voyez, en Amérique du Sud, en Amérique du Centre, particulièrement en Amérique du Nord, qui n'est pas vraiment du Nord d'ailleurs, et en Asie, en dehors de la Chine, c'est que il existe un pic maintenant qui correspond à notre fin d'hiver, début de printemps, c'est-à-dire en mars-avril, qui se situe maintenant avec une courbe épidémique qui ressemble dans l'hémisphère austral à ce que nous avons vécu, nous, dans l'hémisphère nord, mais bien entendu avec 6 mois de décalage, puisque les saisons sont inversées. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une affectation saisonnière sur la première partie de l'épidémie que l'on retrouve dans l'hémisphère austral. Et puis il y a les pays qui sont à cheval, dont l'Asie, dont une partie de l'Asie hors Chine, et puis l'Amérique du Nord, qui comporte en réalité une région subtropicale qui est atteinte. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir, ça aussi c'est factuel, comment la mortalité est tellement plus importante dans l'Amérique subtropicale, dans la Floride, qu'à Cuba en face, avec... Vous venez de suivre le professeur Didier Raoult, célèbre épidémiologiste, qui explique comment l'Afrique a résisté à la pandémie de Covid-19 à travers l'utilisation des antipaludéens qui a renforcé l'immunité chez les Africains. C'est un autre visage de l'échec des politiques publiques en matière agricole. La production du riz fluvial s'est noyée dans les méandres d'une mauvaise gestion dans le département du Noun. Pourtant, le projet mis en place il y a 10 ans visait à améliorer et booster l'offre nationale entre déficit des équipements et des machines en panne et l'absence de visibilité des objectifs de rentabilité. Le projet est mort, les rêves des riziculteurs est anéanti. Sur les terres riches agricoles sous-exploitées du Noun, nos reporters Mama Soufou et Donald Brice Kamgan ont retracé les promesses non tenues du gouvernement. Reportage. Au loin, de vastes parcelles de terre. Nous sommes dans le village Ngundoup, dans l'arrondissement de Koutaba, dans le département du Noun. Il y a quelques années encore, 7 à 9 tonnes de riz étaient produites sur chacun de la dizaine d'hectares de parcelles irriguées dans le cadre du projet de développement rural du Mont Bapip, à quelques kilomètres d'ici. Depuis plus de 5 ans, les récoltes sont réduites à leur partie la plus congrue. Cette zone, c'était une zone où on produisait le riz un peu partout et il y avait un bon rendement. Bon, là où il y avait le riz ici, là, on ne voit que les tiges de maïs. Bon, les paysans travaillent péniblement, ce qui fait que ça a mis la jeunesse en épave. Et la majorité fut
sont en exode rural. Salifou lui-même était un riziculteur. Comme les dizaines de membres de coopératives de producteurs ici, les récoltes ont été quasiment néantes cette saison agricole. Une situation aggravée par les impacts des inondations, le contraignant à se convertir dans la culture du maïs sur quelques mètres carrés. Que s'est-il passé dans ce projet où les études de faisabilité ont été confiées à une entreprise d'une réputation africaine? Nos caméras ont pu filmer la décrépitude logistique du projet. Après avoir loué pendant quelques années des tracteurs et motoculteurs, le projet est anéanti par une panne de ces équipements déjà désuets. Ça fait que tous les producteurs, au lieu d'accélérer la phase de mécanisation qui était déjà adoptée à ce niveau, ils avaient ce rythme. Ça les a encore amenés à l'utilisation archaïque comme l'utilisation de la houe. Voilà qu'actuellement, là où il y avait le riz ici, là, on ne voit que les tiges de maïs. S'il y a un programme qui vient, qu'il y a un programme de descente sur le terrain, on voit le tracteur qui vient figurer, on vient placer à la vue de tous les super qui viendront voir qu'on est en train de faire ceci. Après leur départ, on ne voit même plus rien. Même si vous descendez actuellement, il y a des endroits où ce tracteur est garé. On descend à Fumban, on voit là où le tracteur est garé là-bas. On voit tous les jours. Mais la zone d'activité, c'est ici en Guinée. Indexés pour leur gestion, les responsables du projet de développement rural du Mont Bapip annoncent que la procédure d'acquisition de nouveaux tracteurs et motoculteurs est en cours. Point début de solution. Nous sommes en train de préparer le lancement de tout le matériel de production agricole, notamment la mise en place d'un pôle d'engins où il y aura autour de 4 à 5 motoculteurs, où il y aura autour de 2 à 3 tracteurs, n'est-ce pas, avec des accessoires. Et la procédure est en cours. Il faudrait que les gens comprennent qu'on n'engage pas une procédure comme quelqu'un qui a son argent à la maison, il sort, il dit qu'il va acheter un motoculteur, il descend au marché, il paye. D'après le coordonnateur, les projections situent à la fin d'année 2020 l'acquisition de ces machines. La procédure déjà enclenchée va d'une étude sur le type d'engin à acquérir au financement par la Banque islamique de développement, bailleur de fonds du projet. Le gouvernement a autorisé avec la Banque islamique d'acheter les motoculteurs pour les riziculteurs de Goundoum et pour les riziculteurs de Bangourin. Donc ce n'est pas seulement le cas de Goundoum, c'est le cas sur l'ensemble du territoire. Il y aura des tracteurs pour d'autres cultures à Massangam, à Malantion, à Fombot. Situés au pied du Mont Bapit, les arrondissements de Fombot et de Koutaba sont connus pour la fertilité de leur sol, propice aux cultures vivrières, notamment le riz. Un atout que le gouvernement peine à capitaliser. Le pays cumule 160 milliards de francs CFA de dépenses annuelles dans les importations de riz. En 2019, le Cameroun a battu un record jamais atteint en important plus de 800 000 tonnes de riz pour combler une demande locale dérisoire de 140 000 tonnes. À l'approche des élections régionales, l'ECAM a reçu des dossiers de candidature. Dans le littoral, il y a 9 listes venant du commandement traditionnel. La Sénégal-Maritime aiguise déjà leur intérêt. Près de 4 listes ont été enregistrées dans ce département. 2 listes dans le CAM et 2 autres dans le Mungo. Et près de 11 listes des partis politiques repartis entre le RDPC, le PCRN, l'UPC qui a 2 listes dans le Vouri et le MLDC. On fait le point avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Empilés sur une table à la délégation départementale de l'ECAM du Vouri, les dossiers des candidats aux élections régionales ont bel et bien été déposés à la date fixée par le code électoral, celle du 22 septembre 2020, soit 15 jours après la convocation des collèges électoraux par le président de la République. C'est le cas dans les autres départements du littoral, précise le délégué régional de l'ECAM, Emmanuel Kouadika. Nous nous retrouvons à 20 listes pour la région du littoral. Elles sont réparties par département. Pour le Mungo, 2 listes pour le commandement traditionnel et une liste pour les partis politiques. C'est le RDPC. Dans le CAM, c'est 2 listes pour le commandement traditionnel et 2 listes pour les partis politiques, le PCRN et le RDPC.
Et dans la Sanaga maritime, c'est 4 listes pour le commandement traditionnel et 4 listes pour les partis politiques, le MLDC, le PCAN, le RDPC et l'UPC. Et dans le Vouri, c'est 1 liste pour le commandement traditionnel et 4 listes pour les partis politiques, le PCAN, le RDPC et l'UPC 2 fois. Le dépôt des dossiers de candidature pour les régionales marque ainsi la 2e étape du processus qui va s'achever par le contentieux post-électoral après la publication des résultats. Le démembrement départemental d'élections Cameroun a 5 jours pour analyser les différents dossiers et porter ses observations. Ces observations qui accompagnent les listes sont transmises à la Direction générale des élections à destination du Conseil électoral. Et le Conseil électoral, lui, dans les 60 jours du scrutin, doit publier la liste retenue. Et après publication de cette liste-là, s'ouvre donc le contentieux préélectoral de la publication des listes. Un contentieux au cours duquel les contestataires ont 5 jours pour saisir le tribunal administratif, qui lui a 7 jours pour statuer. Et lorsqu'il a statué, la décision est transmise au Conseil électoral pour exécution. Cependant, ce processus électoral peut connaître des perturbations en cas d'invalidation du statut de certains conseillers municipaux par la juridiction administrative qui statue sur le contentieux post-électoral des dernières municipales. Si une décision d'annulation intervient, le président de la République a entre 60 jours et 120 jours pour convoquer le corps électoral pour une élection partielle. Donc, dans le cas extraordinaire même où une situation... prenons-le comme un cas d'école. Cela voudrait simplement dire que ce processus va être perturbé en attendant que les bons conseillers soient élus pour faire partie du collège des conseillers municipaux qui va élire les conseillers régionaux, donc les représentants, les délégués des départements. Le contentieux post-électoral pour les municipales du 9 février 2020 pourrait donc être déterminant sur le respect ou non du processus électoral entamé le 7 septembre 2020. La ville de Douala fait partie des villes au Cameroun qui subissent de plein fouet des inondations aux conséquences matérielles et humaines dramatiques. La récurrence de ces catastrophes inquiète. L'Académie des sciences a déploré la mauvaise politique d'urbanisation au Cameroun. Malgré les multiples propositions faites au gouvernement, presque rien n'est fait pour endiguer ou enrayer et amortir les effets néfastes du changement climatique. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansap. Les récentes inondations et leur lot de conséquences ont montré combien nos villes étaient bâties sur du sable mouvant. Ces catastrophes ont surtout révélé les effets pervers des changements climatiques, auxquels il faut ajouter le désordre qui caractérise nos cités. Nous avons plus de monde en ville sur des espaces moindres qui, en construisant, ils diminuent les surfaces de perméabilité. Et en réduisant la perméabilité du sol, ces eaux que toutes les toitures en tôle reversent s'en va directement dans l'exutoire. Quand on ajoute à l'incivisme des populations, avec l'apparition du plastique qui est devenu notre maître mot, ces éléments réduisent les canalisations d'évacuation des eaux et ça rend obsolètes les formules de dimensionnement, les formules d'hydrologie urbaine, les formules d'évacuation, de drainage qui étaient jusqu'alors appliquées. Réunis par l'Académie des sciences, des experts ont posé un diagnostic sans complaisance de l'état de nos villes. Tout laisse penser que la sortie de l'auberge n'est pas pour demain. La situation actuelle nécessitant une conjugaison d'efforts. Mieux, un changement radical de comportement. Tous ceux qui habitent la ville sont devenus des acteurs urbains. Et il faut que chacun y joue son rôle. On peut arriver à limiter les dégâts. Actuellement, on est parti de 1920 avec les 4 principes de la charte d'Athènes qui étaient habiter, circuler, travailler, se divertir, où il fallait découper la ville en morceaux pour arriver à des objectifs de développement durable. La logique technico-administrative ne peut plus passer. Et au niveau de l'Académie des sciences, se penche sur cette situation depuis 1995. Et à l'époque, nous avons pu mettre à la disposition de l'État certaines observations. Nous avons fait la recommandation pour la création d'un observatoire
national sur le changement climatique, ce qui a été fait. L'Académie des sciences a maintes fois attiré l'attention sur des faits dignes d'intérêt, sans que cela ne préoccupe ni les pouvoirs publics, encore moins les populations. Mais elle entend continuer à jouer son rôle de donneur d'alerte. Suite aux événements de ces derniers temps, nous nous sommes dit qu'il fallait mettre à la disposition des décideurs, de communes, de municipalités, les informations, partager le savoir et le savoir-faire sur le changement climatique, sur les inondations, sur les glissements de terrain, pour qu'ils puissent savoir comment gérer et surtout prévenir. Yaoundé, Douala, Maroua et plusieurs autres villes du pays sont constamment sous l'emprise des eaux chaque fois que la saison des pluies bat son plein. L'Académie des sciences, consciente que l'on peut en réduire les effets, s'en inquiète et tire une fois de plus la sonnette d'alarme. Le journaliste Lidovine Dio est libre en service à la Nouvelle Expression. Il a été arrêté durant la couverture des événements du 22 septembre à Yaoundé sans avoir commis un crime ni la moindre infraction. Il a passé plus de 24 heures en détention au commissariat central numéro 1 à Yaoundé. Relaxé, Lidovine Dio s'est exprimé aux côtés de son avocat, Maître Sim, mandaté par le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression et Equinox. Je vous propose d'écouter Lidovine Dio et son avocat, Maître Sim. J'avoue que c'est un ouf de soulagement parce que passer près de 36 heures en captivité dans des conditions peut-être pas forcément très inhumaines mais vraiment des conditions irrégulières, ce n'est pas toujours évident. Passer une nuit carrément en position assise et dans un espace très réduit, ça a été une torture psychologique vraiment de grande ampleur parce que je n'ai jamais vécu ce genre de conditions et surtout que je ne savais vraiment pas ce qu'on me reprochait. On ne m'a rien dit, j'ai essayé la nuit de savoir pourquoi j'étais encore là alors qu'on m'a promis qu'on devait me libérer hier soir. On m'a signifié que j'étais en garde à vue, j'ai demandé quelle est cette garde à vue qu'on ne notifie pas par écrit. On m'a dit qu'en principe, c'était dans les diligences, quelque chose de ce genre. Mais jusqu'à ce matin encore, jusqu'à ce soir encore, je n'avais pas toujours eu cette notification. Et je leur ai donc demandé si je n'étais pas séquestré ici, si je n'étais pas un captif. Parce que si on me séquestre sans motif, si on ne me dit pas pourquoi je suis là, alors que tous les autres journalistes interpellés hier ont été libérés, ça veut dire que forcément, il y a un agenda caché. Bon, j'ai fini par comprendre le commissaire du central numéro 1 m'a expliqué qu'il y avait un certain nombre de procédures. C'est vrai qu'elles ont été trop longues. Je suis très heureux de retrouver Ludovic libre. Ça fait 2 jours que nous sommes ensemble dans cette mésaventure, il faut l'appeler comme ça. Je suis heureux mais en même temps très fâché ce soir parce que j'estime qu'on ne doit jamais arrêter un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Le métier de journaliste, c'est de couvrir les événements, même les plus dangereux, même si c'est en guerre, il doit faire son travail. Et Ludovic est arrivé à la police avec un statut de journaliste, on le savait. On l'a gardé à vue quand même pendant 2 jours. Je trouve que ce n'est pas normal. Et c'est une leçon qu'on doit recevoir, nous tous, demain, pour demain. Il ne faut plus jamais que dans ces fonctions, vous soyez arrêtés alors qu'on sait que vous êtes des journalistes. Cet homme l'a dit à la police lors de l'enquête. En fait, on ne lui reprochait rien du tout. On lui a demandé ce qu'il faisait autour du domicile de M. Kamto. Il a répondu qu'il faisait son travail de journaliste en essayant d'avoir le meilleur scoop du monde. Il a dit hier, et pour nous, il suffisait qu'on l'entende pour qu'on le libère. Malheureusement, il a passé 48 heures dans des conditions assez difficiles, il faut le dire. Mais je pense que ce soir, on peut se réjouir de le voir en liberté, pour lui-même, pour sa famille et surtout pour la presse entière de notre pays.
Le groupe La Nouvelle Expression et Equinox Télévision regrette cette arrestation arbitraire de Lidovindio, journaliste en service à La Nouvelle Expression. Ce groupe se félicite également de la mobilisation de toutes les âmes de bonne volonté qui ont participé et contribué à la libération de Lidovindio. C'est un communiqué signé de la direction générale du groupe La Nouvelle Expression et Equinox Télévision. Un cambriolage survenu à la direction du quotidien Le Jour à Yaoundé. Tout le matériel informatique a été emporté par des individus non identifiés. À la suite de ces événements, un communiqué a été signé par la rédaction du quotidien Le Jour qui note que ces faits qui surviennent après des menaces anonymes au téléphone contre certains journalistes du quotidien Le Jour n'entamera pas leur détermination à remplir leur engagement auprès des lecteurs et les partenaires. Ils continueront, disent-ils, à paraître avec tout le professionnalisme et la liberté d'esprit auquel ils sont attachés, réagit ainsi le journal Le Jour. À la suite de ces différents événements, le secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, Tibor Nash, a également réagi. Il dit être déçu d'apprendre les arrestations et le mauvais traitement de certains manifestants pacifiques et journalistes hier au Cameroun. Nos pays sont plus forts lorsque les citoyens se font entendre pacifiquement, a-t-il indiqué, et les dirigeants élus doivent entendre les différents opposants pour construire leur pays ensemble, a-t-il conseillé au Cameroun. Et sur le point de ces manifestations survenues dans les principales villes du Cameroun, notamment à Douala, à Yaoundé et d'autres villes dans la région de l'Ouest, plusieurs manifestants ont été arrêtés. Leurs avocats dénoncent des arrestations arbitraires. D'autres leaders politiques sont maintenus en détention. Ils sont accusés, entre autres, d'incitation à la rébellion. On fait le point avec Guy Zogo. Après les manifestations du 22 septembre, le collectif des avocats des manifestants fait le point sur les arrestations intervenues à cette occasion. Nous avons arrêté un bilan provisoire aux environs de 14h-15h qui signale un chiffre de près de 589 arrestations sur toute l'étendue du territoire. De 14h30, 16h, des informations qui nous parviennent nous obligent à actualiser cette liste parce que les chiffres vont grandissant. Il y a des personnes qui ont été interpellées dans cette nuit. Il y a les interpellations se poursuivent sur l'étendue du territoire et à tout moment les informations fusent chez nous. Pour ce qui est des personnes interpellées avant le 22 septembre, le collectif appelle les familles à lui fournir plus d'informations. Et pour des personnes interpellées avant le 22, nous n'avons pas encore tous les chiffres exhaustifs et appelons les familles, dès que nous allons publier les listes en notre possession, de nous aider à signaler les cas des personnes interpellées et qui ne figurent pas sur nos listes. Nous le disons parce que le collectif déplore le fait que dans des unités d'internement, il n'y ait pas de possibilité d'accès à des registres renseignant sur les personnes qui se trouvent dans leurs unités. Tout en dénonçant les obstructions qui leur sont faites pour avoir accès aux interpellés, les conseils des manifestants reviennent sur le cas Bibou Nissak. Bibou Nissak a été invité à sortir de chez lui pour aller rencontrer le DGSN par le commissaire divisionnaire Mendouga, qu'il a assigné tôt le matin chez lui à résidence. Aux environs de 14h, le commissaire Mendouga est revenu, lui dit que monsieur le délégué général à la sécurité nationale voulait le voir. Et c'est comme ça que monsieur Bibou sort de chez lui et se retrouve dans un car de police. Et au lieu qu'on le conduise à la délégation générale à la sécurité nationale, on l'a conduit à la DRPJ. Alors son audition a commencé hier à 14h50. On a poursuivi son audition jusqu'à 23h. Le cas du professeur Alain Foguet est aussi l'objet de l'attention des avocats des manifestants. Le professeur Foguet est la dernière personne à être interpellée. Il est invité au groupement, comme s'il allait à une réunion. Il se retrouve au groupement et puis au 7. Je l'ai vu, je l'ai consulté avec les 3 autres personnes qui étaient avec lui et les 3 se portent bien.
Enfin, si l'on reste sans nouvelles du professeur Maurice Kamto, il est fait état d'arrestations autour de son domicile. On signale environ 80 personnes qu'on a arrêtées à l'entrée du domicile et qu'on a déportées, qu'on aurait déportées vers des centres que nous n'avons pas encore pu identifier. C'est donc un bilan en cours d'actualisation des manifestations du 22 septembre qui est fait par les conseils des manifestants. Et vous le savez, le tribunal militaire a condamné 4 soldats camerounais à 10 ans de prison ferme et un autre à 2 ans de prison ferme pour le meurtre brutal de 2 femmes et leurs enfants. Des meurtres survenus en 2015 à l'extrême nord du Cameroun. Human Rights Watch a réagi, estimant que bien que ces condamnations rompent avec l'impunité généralisée pour des abus au Cameroun, l'impact potentiel quant à un meilleur respect des normes en matière de procès équitable, cet impact a été compromis car le procès et l'annonce du verdict se sont déroulés à huis clos et ont manqué de transparence, note Human Rights Watch. Dans l'escale internationale, le président de la République démocratique du Congo souhaite la réforme des Nations Unies, également plus de pouvoirs qui doivent être revus pour la mission des Nations Unies pour la sécurisation et le maintien de la paix en République démocratique du Congo. Il s'exprimait ainsi lors de l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation des Nations Unies. Elle s'ouvre au moment où le Cameroun n'a pas pu obtenir un cessez-le-feu humanitaire sur le théâtre de la crise anglophone tel que recommandé par les Nations Unies. D'autres précisions avec Eric Fopoussi. Félix Tshisekedi s'est exprimé à la première journée de la 75e Assemblée générale annuelle de l'ONU. Cette année, les dirigeants du monde font leurs interventions par vidéo enregistrée à cause de la pandémie de coronavirus. Le président de la République démocratique du Congo exprime les attentes de son gouvernement à l'égard de la MONUSCO. Le renforcement de la collaboration sur le terrain au sein des unités de la MONUSCO et avec les FARDC, afin que la puissance de feu attendue pour protéger la population et restaurer la paix, la sécurité et l'autorité complète de l'État sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les localités où la présence des groupes armés est encore visible, soit effective. Le chef de l'État congolais évoque également sa détermination à redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est de la RDC prises en tenaille par des groupes armés. Je réitère mon appel urgent pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de rendre cet organe plus transparent, plus démocratique et plus représentatif de la composition de notre organisation. Le sentiment de frustration qui laisse une quasi-indifférence face à cette évidence participe à l'accentuation des frustrations sociales et populaires qui aboutissent parfois à des épisodes de violence dans de nombreux pays. Aussi, pour le président de RDC, l'ONU doit être réformée et devrait continuer à assurer la coordination multilatérale, la cohérence et la responsabilisation au sein du système pour garantir une solidarité internationale. Ma détermination est de redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est de mon pays qui vivent dans l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Pour ce faire, la République démocratique du Congo s'inscrit en faveur du principe d'accroître la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention, notamment en la dotant d'unités spéciales adaptées à la guerre asymétrique que nous imposent les groupes armés à l'est du pays. Au Burkina Faso, alors que l'élection présidentielle du 22 novembre approche à grands pas, le chef de l'État burkinabé organise son équipe de campagne. Compagnon de longue date de Roch-Marc Christian Kaboré, avec qui il a étudié à Dijon en France, Simon Compaoré a pris la direction de la campagne du président candidat. Il a pour adjoint le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, un autre proche du chef de l'État qui revient en force au sein du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Enfin, le président Kaboré a mandaté son conseiller spécial en communication, Thierry Hoth, pour faire le lien avec les chancelleries occidentales et les chefs d'État de la sous-région dont il est proche.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Antou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Manifestation du mardi 22 septembre 2020. Lido Vindio, après 36 heures de captivité, est désormais libre. Vous l'avez suivi dans ce reportage, lui qui a subi une torture psychologique durant son séjour carcéral. Il a indiqué qu'il a dû passer la nuit assis à même le sol, se posant des questions sur les raisons de sa présence dans ce commissariat. On lui a indiqué que c'était une garde à vue, mais aucun document notifié, ni encore les charges qui pesaient contre lui. Et après de longues tractations, la mobilisation de toutes les personnes, tant sur le plan national qu'international, la Equinox et la Nouvelle Expression ont pu obtenir sa libération. Son avocat a condamné de tels actes. La direction d'Equinox, la Nouvelle Expression, ont regretté cette arrestation arbitraire et rappelé que ces journalistes ne font que leur travail, à savoir rendre compte des faits. C'est déjà là. Manifestation du 22 septembre 2020. Selon Maître Hippolyte Méli, environ 589 personnes ont été interpellées. Et la liste pourrait s'allonger au regard des arrestations qui se poursuivent selon les avocats de ces manifestants arrêtés durant la journée du 22 septembre. Et d'autres ont même été arrêtés bien avant ces manifestations. Il a insisté sur le cas des leaders politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun placés en détention au CED et d'autres à la police judiciaire à Yaoundé. Bien qu'il soit encore bien portant, les avocats dénoncent une cabale juridico-politique et un acharnement contre ces manifestants pacifiques. Voilà, madame, monsieur, selon l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.